Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à l'émission phare aux milliards de téléspectateurs Afrique Santé, émission culte. Première maladie génétique à la naissance, plus de 50 millions de personnes en sont atteintes dans le monde, la drépanocytose. Les voies principales de traitement de cette maladie passent essentiellement par l'action médicamenteuse ou la transfusion sanguine. Ce qui inquiète terriblement le génie africain qui se pose la question de savoir, la transfusion sanguine est-elle l'unique moyen de traitement? Transfuser ne comporte-t-il pas de risque? Telle est l'articulation ce soir. Mais avant, nous présentons nos chers fournisseurs de soins de santé à partir de la recherche sur les données de plantes médicinales. Je présente Dr Nomessi. Dr Nomessi, bienvenue sur ce plateau. Merci Ulrich, bonsoir à tout le plateau, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à mes gosses, bonsoir à tous mes patients de par le monde. Je pense que je vais faire le meilleur de moi-même pour les satisfaire encore un peu de plus ce soir. Votre engagement va tout droit dans le cœur et les attentes de ce public qui ne demande qu'à mieux découvrir les trouvailles de nos docteurs sur la question de la drépanocytose. Nous avons aussi Dr Jean-Denis qui est chercheur et qui possède tout un organisme. Je ne vais pas le cacher aux téléspectateurs que vous possédez un laboratoire d'analyse médicale, Émile Kamgar, pour dire le sérieux que vous donnez à la recherche depuis des années. Vous avez dédié toute votre vie. Vous êtes hygiéniste, Dr Jean-Denis, et enseignant d'université. Oui, bonsoir Rich, bonsoir à tous les téléspectateurs. La drépanocytose qui nous préoccupera aujourd'hui est un sujet qui me préoccupe depuis plus de 20 ans. J'ai concentré la grande partie de mes recherches dans les anomalies génétiques, dans les maladies du sang comme la drépanocytose. Et je pense que je donnerai le meilleur de moi-même pendant ces émissions sur la drépanocytose, afin que nous puissions permettre à nos enfants drépanocytaires de vivre dans la paix, dans l'harmonie, et loin de cette maladie terrible. Vous promettez la paix et l'harmonie à tous les patients drépanocytaires qui nous regardent, ou leurs parents à la maison, ou alors eux-mêmes, parce que certains aussi, les adultes. C'est un engagement que vous prenez sur ce plateau, à eux d'en décider ce que vous en ferez sur ce plateau et quelle satisfaction ils pourront en tirer. Docteur Théomnou, vous êtes physiothérapeute, vous avez encore plusieurs ouvrages. Vous êtes un grand lecteur et très passionné des questions de santé et même d'environnement parce que votre étoffe ratisse très large. Et aujourd'hui, on vous a invité pour mettre la lumière sur les volets drépanocytaires. On compte sur vous pour pouvoir donner assez de lumière pour que le public puisse être éclairé sur ces questions-là. Merci d'être venu, Dr Théomnou. Merci Yuri, merci à la diaspora qui nous regarde, merci à toutes les personnes qui sont intéressées par le problème de santé. Au XXIe siècle, il n'y a plus de sujet tabou. Afrimédia a eu le mérite de dévoiler sur un plateau comme celui-ci tous les principaux mots qui minent la santé humaine. Je pense que nous sommes suffisamment outillés pour avoir une formation de bon niveau. L'outillage et la formation passent aussi par le rassemblement d'hommes de qualité à la place où il faut, je crois, et je pense bien qu'avec la régularité, vos sièges sont mérités, docteur Théomnou. Alors, nous avons dans le quatuor, on va pas le nouvel entrant, puisque vous avez fait une émission, docteur Dimi, docteur Dimitri, on aime à vous appeler docteur Dimi. Vous êtes le gardien de l'ancestralité et des valeurs strictement traditionnelles. Vous n'aimez pas entendre une autre alternative. On espérera que cette valeur-là pèsera ici dans ce qui constitue quand même l'escassez de solutions contre la drépanocytose, docteur Dimi. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Et je suis là, docteur Jimmy. Je suis dans le cadre de la médecine traditionnelle. Je vais faire de mon mieux pour édifier ma population. Vous promettez de transpirer, de faire de votre mieux, de mouiller le maillot, sinon peut-être faire parler la plante pour pouvoir satisfaire tout ce public. Nous avons aussi docteur, on ne peut pas compter sans lui, le docteur ethnopharmacologue. Il est chercheur actif à l'IRMP, Institut de recherche des plantes médicinales. Alors, docteur ethnopharmacologue, ancien d'université, même jusqu'en 6e année, il côtoie les étudiants qui dirigent vers le succès dans la trouvaille et non dans la recherche uniquement. Docteur Aaron Caver. Docteur Aaron Caver, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Aurich, bonsoir à tous les co-panélistes qui sont avec vous sur le plateau central. Bonsoir à tous les Africains du continent et ceux qui sont au-delà du continent africain. Bonsoir à tous ceux qui aiment l'Afrique et qui collaborent pour que l'Afrique soit un meilleur lieu pour vivre. Et bonsoir surtout aux peuples autochtones que je n'oublie jamais. Je porte vraiment ce peuple dans mon cœur. Les Pygmées, les Mbororo, les Maasai et les autres, les Indiens. Ces peuples-là sont le socle de notre culture. Donc vraiment, je pense que merci pour l'invitation, une fois de plus, que vous m'avez porté à mon égard ce soir. Je pense que je ferai le meilleur de moi-même pour essayer d'éclairer à l'antenne de nos concitoyens, de nos frères et sœurs de par le monde entier. Une fois de plus, bonsoir à vous. Nous remercions aussi, nous avons salué grandement aussi les téléspectateurs qui sont là, qui sont présents derrière le petit écran, mais grandement et plus particulièrement, nous saluons et nous remercions l'Éternel des armées, Jésus-Christ, grâce à qui nous sommes encore là pour vous donner le meilleur. Ce n'est pas facile de défendre l'Afrique car il y a une opposition grande, mais Dieu merci Jésus-Christ, nous sommes là. On peut donc commencer avec cette image, ce reportage sur la drépanocytose, c'est une maladie génétique. À nous de voir. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang transmise par les deux parents. Elle est plus fréquente dans certains groupes ethniques tels que les Afro-Américains, les Arabes, les Grecs, les Italiens, les Latino-Américains et les Indiens d'Amérique. Les globules rouges sains sont très malléables et sont de forme circulaire ressemblant à un disque déprimé en son centre, beignet. Leur souplesse et leur forme leur permettent de passer librement dans les petits vaisseaux sanguins dénommés capillaires. Chez les personnes atteintes de drépanocytose, les globules rouges prennent une forme de croissant ou de faucille et se rigidifient. Les cellules anormales se bloquent dans les petits capillaires, empêchant le sang de circuler jusqu'aux organes vitaux. Chez les personnes atteintes de drépanocytose, les symptômes sont notamment une coloration jaune du blanc de l'œil et de la peau, un teint blafard, un retard de croissance, des douleurs dans les os et les articulations, une augmentation du risque d'infection, le développement d'ulcères de la jambe, une lésion oculaire, une anémie et une détérioration des organes affectés par l'obstruction. Voilà la définition, Dr Foro, de la drépanocytose. Les téléspectateurs auraient pu noter, prendre quelques notes, mais le meilleur enseignement passe par la bouche du professeur. Et vous êtes en être l'un des principaux de cette émission. Alors, la drépanocytose, quelle observation, quelle définition pouvez-vous donner ou redonner à la drépanocytose? Les téléspectateurs devaient retenir que la drépanocytose est tout simplement une maladie génétique, une maladie héréditaire, causée par une anomalie de l'hémoglobine, c'est-à-dire une substance présente dans les globules rouges et qui permet de transmettre l'oxygène dans le corps. La drépanocytose, il faut le noter, qui se traduit par souvent des infections, l'anémie et des douleurs. Donc, trois signes sont caractéristiques de la drépanocytose. Nous avons d'abord l'anémie, souvent pernicieuse, aiguë ou chronique. Nous avons des douleurs qui sont souvent très tenaces. Nous avons des infections souvent opportunistes. Donc c'est ça la drépanocytose. Là, on reconnaît là l'enseignant qui donne toute une panée de définitions, mais ça, on peut compter aussi sur l'apport de Dr Nomessi. Dr Nomessi, la drépanocytose, comment vous entrevoyez cette maladie génétique? Il est vrai, bon, tout le monde considère cette maladie comme une maladie génétique, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, cette maladie est liée je veux dire, au peuple soumis au paludisme. Et comme je dis toujours, tous ceux qui s'entretiennent, tous ceux qui pouvaient se protéger contre ce palud, pouvaient aussi facilement, puisque dans le remède du paludisme, il y a tout pour oxygéner le corps. Si les parents qui sont déjà les causes de transmission aux enfants se soignaient normalement, je pense que la drépanocytose n'aura pas beaucoup d'impact dans le monde. Et ce qui fait que je pense à mon humble avis que, vu les recherches que j'ai faites, en avançant, j'expliquerai davantage ce que je pourrais pour que les gens puissent comprendre. Donc pour moi, la drépanocytose, malgré qu'elle soit une situation héréditaire, je pense qu'on ne doit pas passer une vie à être traumatisé, parce que quand un enfant drépanocytaire, qu'on sait déjà qu'il n'a même pas longtemps de temps à passer sur Terre, c'est déjà un traumatisme. Donc il faut que l'Africain aussi comprenne qu'on peut lutter pour lui jusqu'à ce qu'il vive aussi paisiblement.
longévité à l'Africain qui est la drépanocytose. Oui. On va retenir dans vos propos d'entrée que la drépanocytose n'est pas plus dangereux que le paludisme, voilà, selon vous. Exactement. Donc, avec le potentiel de vos recherches, vous ne voyez pas cette maladie aussi grave qu'on veut le faire croire. Exactement. Alors, on va passer la question à un autre enseignant d'université, Dr Aaron Cavert. La longévité n'est pas de mise pour le drépanocytaire. Quelles sont vos observations sur cet état de choses? Oui, merci Ulrich. Je pense que le plus tôt le dépistage est fait, le plus on a la chance de pouvoir vivre un peu plus longtemps et je peux dire, entre guillemets, en bonne santé. En fait, beaucoup de gens n'en prennent pas souvent le temps de pouvoir essayer de faire ce dépistage bien avant, au besoin même en réalité. Comme l'a dit mon collègue sur le plateau central, le paludisme tue plus que le sida et les autres pathologies. C'est bien, la drépanocytose est une maladie, c'est vrai, génétiquement. Mais cependant, il y a certaines mutations qui sont souvent réalisées au niveau des gènes, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ADN, là où même le socle de l'information, le socle de la poursuite de la constitution métabolique de tout l'organisme. Ça fait en sorte que les douleurs que généralement on ressent, c'est parce que les vaisseaux qui sont superficiels sont généralement bouchés. Et ces vaisseaux, la circulation n'est pas fluide à ces niveaux. Et dès que ces vaisseaux commencent à être encombrés, ça fait donc que la circulation commence à subir un coup. Et ça fait en sorte que de temps en temps, il y a donc beaucoup plus de douleurs qui se font ressentir à tous les niveaux. En plus de ça, il y a des organes également qui prennent un coup, comme la rate, qui de temps en temps peut gonfler. Et le fait qu'il y a un jaunissement des yeux ou même du corps par moment, c'est parce qu'à un moment donné, au niveau du foie, cette bile n'est pas suffisamment travaillée pour que ça aille au niveau du sang et c'est-à-dire que le corps essaie de digérer ça aussi facilement. Donc, c'est un blocus un peu comme de manière générale. Mais toutefois, je crois qu'en réalité, ce n'est pas aussi grave qu'on le fait croire. Parce qu'à un moment donné, chaque peuple a, selon les réalités de son environnement, c'est-à-dire certaines maladies par rapport aux Africains. Nous ne sommes pas au niveau de l'Europe où il y a par exemple la grippe qui tue au moins 1 million d'Européens par an. Et je pense que la drépanocytose, c'est peut-être elle là, mais elle n'est pas aussi flagrante que ça. Je crois qu'on peut résoudre ce problème si on arrive à faire un dépistage un peu tôt. Merci pour ces propos d'entrée. Vous avez même déjà entamé la définition et en plus même la description de quelques signes, la coloration jaune des yeux, un gonflement de la rate. Et on va pouvoir rassembler tous ces signes. Mais avant d'aller vers les signes qui peuvent trahir la présence d'un gène muté, on va poser la question au docteur Thiomnou. On parle de gène muté. Qu'est-ce que c'est Comment appréhender ce gène muté au niveau des chromosomes? Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse dire de manière chromosomique que voilà, il y a un drépanocytaire? Oui, il faudrait, à mon sens, Ulrich, remonter toujours à l'origine même de ce facteur génétique pour bien faire le distinguo entre le sujet prédisposé ou alors atteint de des maladies drépanocytaires ou d'autres sujets qui sont à mi-chemin entre la maladie proprement dite drépanocytaire et le sujet AS. Alors pour ma part, j'aurais voulu, pour bien circoncire le sujet, considérer que les sujets drépanocytaires, c'est vraiment le cas qui développe la maladie. Que le sujet dit AS sont des sujets qui ne sont pas malades, mais qui, à mon sens, sont prédisposés plus ou moins à développer la maladie. Il y a le sujet AA, ces personnes-là, a priori, sont complètement à l'écart de ces facteurs prédisposant à développer la maladie. Si ceci est bien compris, je voudrais dire qu'il faudrait comprendre ensuite dans quelles circonstances telle personne peut développer la maladie et pourquoi l'autre ne développerait pas. Les personnes sujets AA ne peuvent pas du tout développer la maladie dite drépanocytaire parce que la formation du globule rouge est complète. Il n'y a pas de malformation. En ce temps-là, on dira que le système d'hémoglobine est normal. Quand le système d'hémoglobine devient anormal, il y a développement de maladie. Alors, on est sujet AS. Mais on ne fait pas de maladie. Cependant, au terme de nos recherches, et même sur la base des études de cas que nous avons fait dans des instituts de recherche, ces personnes doivent en même temps prendre soin d'elles
je voudrais dire que tout le long de notre débat ici, parlons un peu du sujet AS aussi, parce que la plupart des chercheurs, des théoriciens et même des médecins concluent activement que les sujets AS ne sont pas prédisposés à développer la maladie. Mais comme le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet SS, nous allons en parler. Alors, à quel moment peut-on dire que le sujet SS, c'est-à-dire le système génétique, est complètement déformé? Simplement parce que l'hémoglobine, c'est-à-dire que la substance qui se trouve dans le sang et qui a un facteur plus important, est déformé et prend la forme de S. Parce qu'en fait, quand l'hémoglobine est en forme normale, la forme est à peu près ronde, comme nous avons vu tout à l'heure. Forme circulaire. Voilà, forme circulaire. Voilà, la forme est circulaire. Mais elle est en même temps, elle est, on peut dire, bicéphale, c'est-à-dire qu'elle porte deux éléments. Le premier élément, on l'appelle théoriquement l'élément alpha, le deuxième élément est bêta, mais celui qui est sujet à A peut avoir les deux éléments alpha et bêta très bien portants, pas de souci. Malheureusement, pour certaines personnes, génétiquement, il est transmis de manière congénitale, il est transmis de manière congénitale que pendant la formation, à la naissance de l'enfant, pendant la formation de l'embryon, l'hémoglobine B prend une forme qui devient anormale. Chez le sujet AS, donc, vous avez A qui est bon et le S qui est mauvais. Maintenant, le sujet AS a la malchance de pouvoir réunir à la fois le globule rouge anormal, au premier cas, c'est-à-dire cas alpha, et le deuxième cas bêta est également anormal. Donc, quand toutes ces conditions sont réunies, malheureusement, vous êtes prédisposé à développer la maladie. Merci. Hein. On a compté sur vous et vraiment, on n'est plus que satisfait de cette description parce que la plupart des gens au niveau des tests sanguins ne comprennent pas forcément ce langage de AS, SS. On peut résumer lorsque AA, c'est une personne normale, mais AS, c'est un porte-sain. D'où le S est une déformation, c'est-à-dire le fossile, la présence d'un gène muté. Ça veut dire que le gène porte en lui-même la maladie. AS, chez une personne, un porteur sain, mais qui peut développer une maladie si jamais l'enfant, sa compagne, une fois accouplée, sa compagne transmet à l'enfant S, et du côté du père et du côté de la mère, on trouve un SS. Il y a une chance sur 4, hein, lorsque un couple est AS, un couple de partenaires AS, une chance sur 4 pour qu'on ait un enfant SS. Donc S, c'est cette déformation-là. Il faut bien préciser sur le tableau. Alors, docteur Jimmy, est-ce que dans la nuit des temps, vous qui êtes porteur de toute l'histoire hein, de la médecine, est-ce que la nuit des temps, on n'a pas eu à vraiment identifier vite ces pathologies et comment cela s'est fait? Comment les ancêtres ont pu contrer ou bien contourner cette pathologie? De là, merci riche. Vraiment, ce sont des cas de santé qui nuisent tellement les Africains. Et beaucoup en souffrent parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas. Ils ont ignoré le système africain. Ce sont des maladies qui ont existé. Mais le problème qui se pose est que nos parents, il n'y avait pas assez, parce que nos parents ont su maîtriser ces maladies. Ça, du jour au lendemain, ça s'aggrave. Parce que la population a ignoré le sens réel de la tradition, de la médecine traditionnelle. Déjà, les Africains ont pris la course avant la montre. Ça fait un problème. Quand on parle des drépanocytaires, ce sont des trucs qui ont existé depuis. Mais, ça ne développait pas assez parce que, avant, quand une femme est enceinte, c'est à l'heure que le médecin traditionnel intervient sur le patient. Voilà l'heure qu'on doit combattre des maladies sur les nouveau-nés. On n'attend pas. On sait que la mère doit porter assez de maladies, assez de problèmes. Nous, à l'heure là, le médecin traditionnel intervient sur le patient. Comment ça se passe? Maintenant, quand une femme est enceinte, elle passe le temps à prendre les comprimés et autres et tout. Ils ne prennent plus les médicaments appropriés. Nos parents ont su que des maladies pareilles devaient exister. Ils ont prévu des médicaments. Que je vais vous donner d'autres. Que l'on fait que c'est dans nos nourritures qu'on mange chaque jour. Mais, je peux vous le donner parce que c'est très important pour l'Afrique. Ce sont des cas qui passent le temps, ça foire les Africains, ça rend les parents pauvres à tout moment, alors que les solutions sont pratiques. Quand une femme est enceinte, nous savons déjà des médicaments qu'il faut l'administrer. On sait qu'il y a de différentes sortes de maladies qui vont contaminer l'enfant.
Nous, on ne permet pas. On les administre le médicament. À partir de 4-5 mois, on commence déjà à l'administrer les médicaments. Elle prend. Ça éradique les maladies. Ça empêche la maladie dans le corps des enfants. Là, l'enfant naît sans problème. Les parents survivent. Les parents vivent mieux. Et voilà comment l'Afrique doit avancer. Laissons de prendre le système occidental et s'en donner et s'embrouiller et caler à l'intérieur. Quand on cale à l'intérieur, fond de compte, vraiment, on aura trop de soucis parce que c'est un domaine qu'on n'en maîtrise même pas assez. Et une sorte de médicaments que nous ne maîtrisons même pas assez, alors que nous avons des trucs appropriés pour éradiquer tout cela. Mais voilà qui suscite beaucoup d'intérêt. Hein. Vous nous direz tout à l'heure comment est-ce qu'une femme grosse qui est AS, avec votre action, votre savoir africain, comment vous pouvez empêcher la transmission du gène muté S à l'enfant. Avec quels médicaments, avec quelles plantes on peut vraiment tromper ou bien mettre en défaut l'analyse selon laquelle lorsque une femme a AS, son conjoint AS, comment faire en sorte qu'une fois grosse, qu'il n'y ait pas de SS. Là, vous nous direz, avec plantes, vous pourrez appliquer pour pouvoir faire mentir ou bien trahir la science et ses mensonges. Docteur Jean Foro-Denis, les signes, hein, on a commencé par la coloration jaune, le teint pâle, par lesquels on reconnaît souvent les drépanocytaires. Il y a encore d'autres signes? Il y a des signes physiques qui ne trompent pas. On constate généralement chez le drépanocytaire une certaine maigreur. L'enfant drépanocytaire porte généralement un ventre un peu ballonné, une rate qui a débordé de volume, normal. Il a des membres plus ou moins engourdis. Il souffre généralement de douleurs. Il a un regard nonchalant et égaré. Et beaucoup de tristesse. Il est tout le temps en train de pleurnicher, de s'ennuyer. C'est ça. Et ces crises douloureuses dont on parle, parce que dans mes recherches, il y a beaucoup se sont plaints des crises qui sont insupportables. Comment naissent ces crises? Ils sont beaucoup. Il y a plusieurs qui ont défini, qui ont identifié, ont caractérisé la drépanocytaire par les crises douloureuses. Comment ça se passe? Oui, c'est la caractéristique principale de la drépanocytose, c'est-à-dire des douleurs qui sont généralement pernicieuses, aiguës, chroniques. C'est à peu près des douleurs comparables à un coup de tonnerre, comparable à une aiguille qu'on a enfoncée dans la chair et qu'on remue. C'est-à-dire vous enfoncez une aiguille dans la chair et vous remuez l'aiguille. C'est ça que ressent le drépanocytaire. Et généralement, le drépanocytaire n'arrive même pas à expliquer de façon objective la souffrance qu'il ressent. Donc, il faut seulement comprendre le drépanocytaire dans tout son ensemble, l'ensemble physique, psychique, mental, pour pouvoir apporter des solutions collectives, des solutions personnalisées. Chaque drépanocytaire a un traitement particulier. Chaque drépanocytaire a un traitement particulier. Vous semblez dire que c'est au cas par cas, il peut avoir un traitement pour tous les drépanocytaires. Oui, avec l'hygiéniste devant 5 drépanocytaires peut avoir 5 traitements différents. Il n'y a pas de traitement collectif? Non, il n'y a pas de traitement purement collectif. Ah ben voilà, la science est mise à mal par un docteur de la science. Alors, docteur Aaron Cavey, quel est le meilleur moyen de dépister la drépanocytose dès le bas âge pour le nouveau-né et pour un adulte lorsqu'on est déjà en phase adulte, prêt déjà à fonder une famille? Merci encore pour votre très grande question, parce que là, je crois que c'est aussi simple. La méthodologie est simple. Lorsque tout le monde, à un certain âge donné, on peut connaître ce qu'on appelle l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est tout simplement le test du groupe sanguin. Et on vous fait tout simplement, on vous prélève un peu de sang sur votre bout de doigt et on vous dit également de quel groupe sanguin vous appartenez. Et maintenant, pour que vous ne soyez pas embarrassé au fur et à mesure que le temps passe, il est donc mieux de garder ces informations pour que vous ne soyez pas surpris le jour au lendemain où vous êtes intéressé par le sexe opposé, que vous voulez déjà vous marier. Donc je pense que c'est un moment de prédisposition à temps. Et toutefois, si c'est déjà fait, bon, comment est-ce qu'on peut s'en prendre si c'est déjà fait? Je crois qu'il y a des exceptions dans la vie. Comme disait mon frère, très grand ami, Dr Fou, en réalité, il n'y a pas un traitement, que ce soit pour la drépanocytose, que ce soit pour des autres pathologies, il n'y a pas un traitement unique pour tous les cas. Généralement, les hommes sont différents
Et ça fait que l'environnement est différent. Et l'approche également, au niveau des solutions, doit également être différente. Donc je pense que selon la manifestation des uns et des autres, et également on essaie d'adapter dans cette approche selon donc maintenant cet environnement. Docteur Aron aura la possibilité de revenir sur la question. Hein. Alors, docteur Noumessi, hein, on a parlé de traitement, il n'y a pas un traitement collectif purement de masse pour les drépanocytaires, il faut aller au cas par cas. Voilà, vraiment un bémol qu'il faut relancer et qui vraiment enrichir la connaissance, vraiment le savoir-faire de nos thérapeutes hein, ou alors tradipraticiens. Docteur Noumessi, là, on a parlé d'épistage électrophorèse, mais on en vient aussi à poser la question, est-ce que la drépanocytose est contagieuse? Non. Vous savez, cette maladie, c'est déjà quand quelqu'un est déjà drépanocytaire, c'est un malade. Mais je ne peux pas être convaincu qu'un drépanocytaire peut me contaminer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans mon corps, il y a assez de globules blancs. Je veux dire que la défense immunitaire est assez importante. Ce qui fait que même s'il vient avec n'importe quoi, je ne pense pas qu'il puisse me faire problème. Sinon, c'est juste pour dire que les traitements dont vous parlez, c'est vraiment différent. Le Bamileke, par exemple, s'il connaît ses jujubes, le Bassa connaît ses bongo là-bas. C'est pour dire que dans chaque environnement, on peut trouver, selon l'environnement, des traitements appropriés pour cette maladie. C'est juste ce que je veux dire. Et c'est vrai parce que tout le monde ne peut pas avoir le même traitement. C'est pas possible. Le même traitement. Oui. Donc la particularisation du traitement ou bien la spécificité du traitement pour chaque malade que vous faites ressortir aussi dans vos propos. Docteur Thiomnou, est-ce que la drépanocytose est contagieuse? Parce qu'il y a aussi cette peur quand on sait que quelqu'un a une coloration des yeux jaunes, pâle, parfois le ventre est gonflé parce qu'il y a l'affection du foie ou de la rate. Ça fait peut-être peur. Parce que celui-là est constamment malade, il est constamment sujet à des infections respiratoires. Est-ce que la maladie est contagieuse? Et sinon, comment elle se transmet? Non, de manière absolue, hein, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est transmissible des parents à fils. Il y a des familles, par exemple dans ma famille, je connais la lignée AA, je connais la lignée AS. Dieu merci, nous avons rarement des cas SS. Donc, c'est connu d'avance. Hein. C'est-à-dire que si l'examen est fait, qui n'est pas du tout un examen de groupe sanguin, mais qui n'est pas non plus un examen. Non, ce n'est pas du tout compliqué. C'est un examen biologique. On analyse le sang pour savoir si le système d'hémoglobine est AA dans votre cas, AS dans le cas d'une autre personne, ou si c'est AS. Pour moi, le dépistage devrait partir de là-bas. Dans chaque famille, il serait, à mon sens, très important de savoir si on est AA, si on est AS ou si on est SS. Ceci s'adresse particulièrement aux jeunes qui sont en âge de se marier. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir fait. Je suis AS, mon épouse est AA. Nous avons eu la chance, on pouvait passer par une question de chance. C'est établi catégoriquement que nous ne pouvons pas faire un enfant SS. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se contamine. Sinon, cet enfant ne serait pas le vôtre. Non, il ne serait pas le nôtre. Et c'est même d'ailleurs, ça peut même trahir parfois les parents, qui donnent parfois l'impression qu'ils ont pu faire un enfant. Mais en ce qui concerne donc le dépistage, je renvoie au laboratoire. Il faut faire un examen biologique du sang pour savoir si on est AA, si on est AS et si on est SS. Et je me permets d'insister, en particulier les jeunes. Parce que si cet examen n'est pas fait, vous risquez de passer votre vie entière, après avoir épousé une épouse AS, vous-même vous êtes AS, vous n'êtes pas malade, théoriquement, vous n'êtes pas malade, votre époux n'est pas malade, mais vous ferez des enfants SS. Donc, le message qu'on peut partager avec la diaspora africaine, les Africains de l'intérieur et tout le monde, c'est faire un examen, l'examen électrophorèse, pour savoir de quelle catégorie vous appartenez. Si cet examen est fait, le problème de dépistage ne devait plus se poser. Peut-être à la naissance, quand un enfant vient d'arriver, mais le parent devait avoir fait l'examen avant. Je voudrais apporter une précision, si vous permettez, si le plateau permet. Je voudrais pour ma part qu'on essaie d'inscrire notre réflexion dans le processus de contamination du sang.
dans le processus de circulation sanguine, parce que c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire qu'un sujet SS a un problème de circulation sanguine ou alors d'insuffisance de circulation sanguine. Vous savez, nous sommes faits entre 50 et 60 milliards de cellules. Chaque cellule, pour être en bonne santé, a besoin de recevoir sa part d'oxygène, c'est-à-dire sa part de sang neuf, c'est-à-dire sa part de nutriments qui émanent de la nourriture que nous mangeons. Si cette philosophie est bien comprise et bien acceptée par les téléspectateurs, par la suite, quand on va construire ensemble des solutions, chacun comprendra que sa négligence à prendre des aliments qui permettent une bonne circulation du sang, qui permet la construction du sang neuf et qui donc permet à chaque nutriment que nous ingurgitons d'aller nourrir chaque cellule. S'il y a une paresse à quelque niveau que ce soit, forcément, il y aurait la maladie. Donc, ne parlons pas des médicaments, ne parlons pas beaucoup de choses, parlons de la circulation sanguine qui ne se fait pas chez le sujet ASS et même le sujet AS comme moi, de manière parfaite comme sur le sujet à facteur nutritionnel égal. Ça, c'est le fondement principal. Alors, si c'était établi, avant de toucher le domaine qui consiste à savoir si tout le monde peut subir le même traitement, si vous permettez encore une fois, je dis, essayons d'abord de soumettre tous les patients AS et surtout SS à un régime alimentaire optimal, où 5 fruits et légumes et davantage de légumes et plus de fruits que d'autres types d'aliments, c'est-à-dire les féculents, la viande et tout ça. Parce que si le sang n'est pas neuf, si le sang n'est pas bien construit et sain, il aurait de mal à circuler pour aller nourrir une cellule. Une cellule qui ne reçoit pas sa part du sang, il y a douleur quelque part. C'est pour ça qu'on parle de occlusion vasculaire. Parce qu'il y a vasculation quand le sang circule. Il y a occlusion quand le sang est bloqué quelque part. Alors, le sang est bloqué quelque part, pourquoi? Simplement parce que comme il y a malformation de ces globules-là, il y a blocage quelque part et le sang ne peut plus circuler. Donc l'idéal, c'est de faire en sorte que les aliments soient riches en anti-inflammatoires. Tous les bons aliments, de l'eau même que nous buvons, c'est l'oxygène. Parce que les sujets SS sont victimes d'une insuffisance d'oxygène à l'état naturel. Chez les sujets sains, quand vous avez, il y a la période de bonne santé d'une cellule peut se situer entre 120 jours. Mais chez le sujet SS, il faut moins de 20 jours parfois. Et puis les cellules sont attaquées. Donc, c'est pour ça que la plupart des maladies, on va voir par la suite, maladie rénale, maladie des yeux, maladie du foie, tous les organes vitaux sont attaqués parce que leur part de sang neuf n'arrive pas au moment suffisant. Merci, je ne voudrais pas aller plus loin, mais je voudrais qu'on insiste. Voilà. La circulation sanguine est vraiment le maillon principal sur lequel il faut s'attarder. Ce soir, il faut relever encore que l'électrophorèse n'est pas un test banal pour pouvoir, surtout les jeunes, selon le docteur, et vraiment, il faut tabler sur, même mettre ça comme exigence avant le mariage, et le groupe sanguin, l'électrophorèse, pour savoir lequel des partenaires est AS, pour ne pas avoir porté la maladie de l'ignorance à un enfant, parce que la prise en charge est très lourde, et cela, toute la vie durant de cet enfant, si on en avait deux, vous pourrez compter sur une pauvreté obligatoire, même avec 1 million de francs de salaire. Alors, docteur Aaron Cavert, qu'est-ce qui se passe dans la situation sanguine du drépanocytaire? Je pense que, Ulrich, la circulation sanguine, effectivement, comme je disais tantôt, malgré la panne technique, porte souvent un coup lorsque déjà on est à dire qu'à un certain stade, c'est-à-dire au niveau par exemple de la maladie. Parce que les aliments que nous mangeons, nous consommons au quotidien, ont un impact sur la bonne alimentation des cellules. Nous avons des milliards de cellules dans tout le corps. Ce qui fait donc qu'en fait, chaque aliment que nous pouvons ingérer dans notre corps, c'est-à-dire qu'arrive à susciter, si ça n'apporte pas un problème, en réalité, ça peut créer une solution, ça peut créer un problème. Donc, je pense qu'il y a le tri au niveau de certains aliments qui permettent également de pouvoir essayer de pouvoir faire arrimer le corps. Que même si déjà, on a fait le test et qu'on a peut-être, à un moment qu'on a déjà drépanocytaire. Mais maintenant, je connais des personnes, des couples qui étaient drépanocytaires, mais qui ont donné pour un enfant drépanocytaire. Mais le reste des enfants étaient des enfants sains. Il n'y avait pas de problème du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, lorsque cet apport au niveau de l'alimentation est assez bien réglé, parce que notre équilibre en tant qu'être humain
se comble à travers c'est-à-dire la prise au travers de la nature. C'est la nature qui vient combler le déséquilibre que notre corps peut subir à un moment donné. Donc, lorsque cet apport vient, c'est-à-dire il change les données, il change de certains aspects. Et ça fait qu'en réalité, même si à un moment donné, on avait des problèmes par rapport au niveau de la circulation, lorsqu'on mange une nourriture adéquate, une nourriture qui est oxygénée, une nourriture qui on prend suffisamment d'eau pour essayer d'éviter qu'on est déshydraté, et tout ça, ça fait que le corps essaie de pouvoir revenir. Donc, il n'y a pas une solution pour dire que lorsque vous êtes dans cet état, vous êtes condamné à mourir. Non. Et comment un couple peut donner juste un enfant qui est drépanocytaire et le reste des enfants sont portés, et alors qu'ils sont drépanocytaires les deux? Comment c'est possible? Et je pense que la nature est capable d'apporter l'équilibre lorsqu'il y a le déséquilibre. Et je pense que c'est ça que nous devons, sur lequel nous devons nous baser. Et on a déjà dit ça sur le plateau de l'Afrique Média, que l'alimentation est clé. Ce n'est pas l'alimentation qui vient aujourd'hui, les choses qu'on nous fait boire à tout moment, les porcs, les viandes et tout, mais une meilleure alimentation qui soit capable de pouvoir changer le métabolisme, changer même au niveau de la structure même de l'information, de l'ARN et puis de l'ADN. Donc je crois que le point doit être accentué à ce niveau. Une alimentation vraiment équilibrée, capable de changer la structure du drépanocytaire, on va le savoir. On va vous redonner la parole, docteur Aaron Kaver. Nous prenons le pasteur Soa qui nous appelle depuis le Ghana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Iris, bonsoir le panel, bonsoir Afrique Santé, bonsoir que la grâce de Dieu soit avec vous à ce soir. Iris, j'ai ce soir des préoccupations. Il faut dire que la maladie dont les chrétiens sur la drépanocytose est une maladie très grave et dangereuse. Mais ma question est la suivante. Iris, comment à la manière africaine, comment les Africains, nos chercheurs, nos savants, c'est-à-dire ceux-là qui sont également dans ce domaine des médicaments naturels dans les forêts, comment on pourra, ou comment il faut éradiquer cette maladie, et qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui aux Africains? Qu'est-ce qu'ils proposent aux femmes? Qu'est-ce qu'ils proposent aux hommes? Parce qu'on n'a pas fait recours à l'Occident et à la France et à tout ce que vous savez comme un vaccin. Les vaccins aujourd'hui, c'est les produits qu'on met dans, c'est les maladies qu'on met dans pour envoyer en Afrique ici. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce que lorsque les chercheurs, les savants qui sont sur le plateau donnent les définitions, mais ça me fait peur. Je ne connais pas cette maladie, je n'ai pas parlé de ça, mais ça fait peur. Comment, à la manière africaine aujourd'hui, on peut résoudre ce problème? Voici ma présentation. Merci. Merci, Pasteur Soa, qui veut savoir de quelle manière, à l'Africain, on peut vraiment neutraliser cette maladie. On va prendre notre appel. Le Pasteur Soa est prié d'attendre les réponses. On a un autre appel. Bienvenue à Afrique Santé. On parle de drépanocytose. Alors bonsoir, j'appelle de Londres, c'est Dr Kwasi. Je voulais participer à l'émission. Bonsoir, nous vous écoutons. Dr Kwasi. Bonsoir, Ulrich, bonsoir le plateau. Bon, je voulais seulement donner les pistes de solutions pour cette maladie. Parce que la maladie, elle est pour une personne qui est atteinte de drépanocytose, doit consommer tous les aliments alcalins. Doit consommer les aliments alcalins. Et la personne doit beaucoup boire les jus des feuilles vertes, tels que l'ortie, tels que moringa, tels que les feuilles de patate. Ces jus contiennent beaucoup de chlorophylle, alors que la chlorophylle a les mêmes composants que le sang. La seule différence, c'est au niveau du noyau. Le noyau du sang, c'est le fer, et le noyau de la chlorophylle, c'est le magnésium. Donc, en consommant ces aliments, c'est-à-dire que le corps est toujours oxygéné. Et ça permet à la personne qui souffre de cette maladie d'avoir une vie normale. C'est que, bon, c'est ma participation. Et puis, il y a l'huile de coco qui est importante. L'huile de coco, la poudre de baobab
la poudre de cacao. Voici les choses, voici les aliments qu'une personne qui souffre de cette maladie doit consommer tous les jours. Et cette consommation de ces aliments lui permettra d'avoir une vie normale. Bon, c'est la piste de solution que je voulais donner pendant cette émission. Je vous regarde et bonne continuation. Merci, docteur Kwasi, qui appelle depuis l'Angleterre. On a notre appel, les appels abondent. Bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. On parle de drépanocytose. Vous pourrez, pour le prochain appel, on est obligé de faire halte. Il faut retenir des conseils du docteur Kwasi de l'Angleterre qu'il faut prendre des jus à base de feuilles vertes. Il a parlé du moringa, il a parlé des feuilles de patate. Voilà, c'est un chercheur aussi. On va aussi, ici, pointer du doigt aussi. Il faut quand même savoir que lorsqu'il y a les crises vaso-occlusives, ces crises douloureuses, dans l'allopathie, dans le système moderne d'hospitalisation, on prescrit plutôt l'hydroxycarbamide, appelé encore le cyclose, ou alors l'hydréa, appelé encore hydroxyurée. Alors, docteur Théomnou, quels sont les aliments qui peuvent remplacer ces médicaments pour limiter les crises douloureuses? Voilà, il faut citer en premier lieu, puisque ces 10 dernières années, j'ai eu à suivre des malades atteints de la drépanocytose. J'ai donc une série d'expériences avec de très bons résultats. Alors, parlant des aliments, je pense en particulier à... J'ai fait d'abord une espèce de oligothérapie. C'est-à-dire que dans les aliments, il faut que je sache quels sont les oligo-éléments qui enrichissent l'alimentation. Pour oxygéner, dans le but d'oxygéner le sang. Oui, d'oxygéner le sang. C'est-à-dire que de faciliter la circulation du sang, de nourrir chaque cellule. Parce qu'en fait, il faut que chaque cellule soit nourrie de manière optimale. Alors, il faut choisir ces aliments-là, parmi lesquels je mets en premier lieu, parlant de l'oligothérapie, je mets en premier lieu du magnésium. Le magnésium permet un équilibre anti-stress. Je cite ensuite d'autres aliments qui ne sont pas... Dans la phytothérapie, il faut citer rapidement le gingembre qui est un anti-inflammatoire. Il permet une très bonne circulation du sang. Je cite là qui est une bonne circulation, un anti-inflammatoire. Il faut citer le moringa, on a cité un anti-inflammatoire. Donc, tous les aliments, il faut citer la vitamine C qui lessive les déchets de l'organisme et qui permet également une bonne cicatrisation, une bonne construction. Donc, c'est tout un ensemble ou de oligo-éléments ou de vitamines ou d'autres types d'aliments qu'on va retrouver dans la phytothérapie comme l'aloe vera, qui est une base de traitement naturel mais très puissante pour nettoyer le corps. Ce n'est pas que c'est un remède spécifique à la drépanocytose. Non, c'est un remède général qui soigne tout le corps lorsqu'il y a une quelconque intoxication, c'est-à-dire une accumulation de toxines quelque part. Il faut d'abord nettoyer les cellules, notamment avec l'aloe vera, notamment avec tous les bons produits naturels amers qui nettoient le foie. Parce qu'en fait, c'est comme ça que le système immunitaire est renforcé. Il faut donc toucher tous les types d'aliments. Il n'y en a pas, c'est dans la plupart des aliments. Mais dans la plupart des aliments alcalins, on va trouver une série de produits qui permettent donc une bonne fluidification du sang, une bonne circulation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on le trouve dans la nature, on n'a pas besoin de dire qu'on consulte spécialement, non. Dans l'expérience de tous les jours, on va retrouver ces aliments. Le message est passé, on revient à Dr Djimi. Comment empêcher que une femme et son vis-à-vis, son conjoint, qui sont AS chacun, comment empêcher que pendant la grossesse l'enfant reçoit, parce que une chance sur 4 d'avoir un enfant SS. Quels sont les plans que vous utilisez pour pouvoir déjouer le sort? Déjà riche en médecine traditionnelle, nous on parle de là d'une médecine de prévention. C'est comme ça que nos aïeux nous ont appris. Ils nous ont pas appris que c'est quand c'est grave qu'on se met à courir. On nous a appris qu'on doit prévenir. Qui veut dire ceci? La femme enceinte, la femme africaine, les jeunes filles, les jeunes femmes de maintenant passent leur temps à nous dire non, on ne peut pas prendre vos machins là. Vos médicaments là, je ne peux pas prendre. Attends, c'est pour cela que même dans les hôpitaux, vous voyez des opérations de ci et ça à tout moment. Ils ont toutes les difficultés quand ils veulent accoucher. Déjà en médecine traditionnelle, nos parents ont prévu. Déjà, il y a des nourritures qu'on doit conseiller aux femmes enceintes de consommer.
Il y a déjà le tarot, avec de bons condiments du tarot, des écorces appropriées. Vos toxicités dans l'organisme. On dit à la femme de régulièrement prendre ça, manger. Ça détruit toutes ces bêtises-là dans le corps. Deuxièmement, il y a le cuit. Les femmes maintenant voient ça et disent non, je ne peux pas toucher à ça. Ça, c'est pas bien, c'est des anciennes nourritures. Elles veulent prendre des nourritures qui sortent d'ailleurs et tout pour manger. Mais elles vont toujours passer le temps à souffrir. Mais attends, moi je me plains parce que je vois les Africaines souffrir, dépenser à tout moment. Déjà avec du cuit, la femme enceinte régulièrement mange l'autre épluche. Tous vos microbes, tous ces trucs, dysfonctionnement du sang dans l'organisme, ça régularise. Troisièmement, quand vous parlez de l'Afrique, on ne doit jamais oublier les cas mystiques. Parce que moi, je suis un tradipraticien. Monsieur, il y a des maladies qui réagissent de la même manière. Mystifié, qu'on a détruit l'enfant dans le corps de la femme. L'enfant sort parce qu'on a décidé que tu vas passer ton temps à dépenser sur l'enfant. Le sang finit sur l'enfant chaque fois. Vous allez développer les domaines scientifiques dans tous les sens. Il n'y aura pas de solution. Donc l'Africain doit d'abord se ramener dans ce sens-là. Nous, on a maintenant des écorces appropriées, des herbes. Quand la femme est enceinte, à tout moment, elle consomme. Elle consomme. Ça détruit les germes. L'enfant ressort en bonne santé. Le nettoyage systématique du sang de l'humain, vraiment. Le tarot, ça veut dire que le tarot et le cuit peuvent nettoyer le sang de la femme et pouvoir empêcher... Très, très important pour ça. Ce sont des nourritures qu'on conseille les femmes enceintes. Maintenant, avant de compléter avec les écorces qu'elles vont prendre, ce sont les nourritures qu'on nous on les consomme. On les conseille de régulièrement prendre. C'est avec ces nourritures qui régularise le système de sang. Monsieur, je vais donner des secrets aux Africains parce que nous, on ne veut plus que les Africains passent le temps à souffrir, à mourir pour rien, passer le temps à dépenser. La population souffre. Chez nous, quand on parle de tarot, sauce de tarot, attention, c'est un médicament approprié pour des cas de malades graves, si elle n'est pas sorcellerie. Vous voyez, au temps antique, nos parents, quand quelqu'un est malade, bam, il est sur le lit jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à manger. Monsieur se sort du tarot. On compose ça, on l'oblige d'avaler. Vous allez voir en quelque temps comment votre malade est en train de revenir. Il va se relever sur le lit, il va commencer à parler. Même s'il ne se lève pas, il commence à parler. Quelqu'un qui n'arrivait plus à rien dire. Faites l'expérience. Ne dépensez plus, ne nous faites plus fatiguer. Fatiguez-nous plus le moral parce que nous, on a des meilleures solutions. Donc, l'Africain... Donc peut-être, docteur Jimmy, peut-être il y a une recette particulière, hein. Peut-être ce n'est pas tout le monde qui pourrait faire ce genre de tarot. Peut-être des femmes pourront vous approcher pour être sûr de la composition exacte de ce tarot qui peut relever le malade ou la femme pendant la grossesse afin d'empêcher les maladies congénitales selon vos propos. Alors, est-ce qu'on peut jeter la drépanocytose de manière mystique pour pouvoir finir le sang de l'enfant comme vous le dites? Déjà, je rentre d'abord au niveau de ce tarot. Monsieur, je suis un villageois, je suis du nez, le noble, dans le fin fond du village. Qui veut dire préparer, c'est notre domaine, on nous a appris cela. Donc la femme qui arrive, je vais la prendre. Si celle qui veut me voir, je vais que la prendre. Comment préparer cela avec des condiments appropriés, parce qu'il y a d'autres qui préparent mal. Déjà, quand la question que vous m'avez posée, ça m'échappe un peu. Est-ce qu'on peut jeter la drépanocytose comme on parle déjà de jeter, l'Africain que vous voyez là, ne voyez pas parce qu'on est là, on marche, on nous voit. L'Africain est tellement terrible que se transformer mystiquement, c'est un jeu de corps. L'Africain se transformer, quand nous on est là, en costume, en veste, en endroit comme nous, est-ce qu'on voit le fond de nos cœurs, de notre ventre? L'homme africain est terrible. Qui veut dire, si l'Africain veut te détruire, ça coûte rien. Il y a des fois tu es déjà malade, il vient compliquer, rien que la maladie. Et te jeter ça, ce sont des cas qui réagissent régulièrement. Comment ils te jettent? C'est une maladie qui vient, ils te bombardent dans le corps. Le problème, c'est qu'ils veulent créer seulement les dépenses aux parents, qui ne deviennent jamais riches. Parce qu'à tout moment, le sang doit finir. Le malade, tu auras toujours l'enfant malade, chétif à tout moment. Ton argent va qu'aller dessus. Donc c'est pour cela que nous, les Africains, quand on veut soigner la maladie, on essaie d'abord de se rassurer. Est-ce qu'elle est mystique ou elle est naturelle? Ça, c'est la question. Si elle est mystique, on intervient le mystique. On combat maintenant le naturel, l'enfant est à l'aise, la famille est tranquille. Merci, docteur Jimmy. Hein.
vous allez droit au but, hein, ce qui est bien, et de manière terre à terre, à travers les mecs dont nous nierons vraiment la valeur ou bien la valeur thérapeutique. Je n'aurais jamais pu imaginer que le tarot pouvait avoir ces vertus. Hein. Je me mettrais peut-être à manger dorénavant un tarot pour pouvoir aussi peut-être accélérer la situation sanguine et pour pouvoir me sentir mieux. On parlait de sang. Docteur Jimmy a parlé de sang. Lorsque le sang finit, hein, il voulait parler d'une autre manière de l'anémie aiguë, qui est un problème du drépanocytaire. Alors, docteur Jean-Denis, qui est hygiéniste et enseignant, ben, là, la transfusion dans les pays africains, la pose de sang peut coûter environ 14 000. Combien de poses de sang faut-il pour la transfusion, une transfusion viable et convenable pour le drépanocytaire, alors qu'on sait que l'Africain est en voie de développement et ce n'est pas tous les foyers qui sont capables de la prise en charge. Le mois, sans hospitalisation, c'est un minimum 30 000 francs qu'il faut dépenser pour un enfant ou une personne drépanocytaire. Est-ce que la transfusion sanguine, qui est très fréquemment utilisée pour pouvoir venir de manière salutaire, pour pouvoir sauver le drépanocytaire, est une solution viable pour l'Africain? Est-ce que l'Africain n'a pas une autre alternative? Déjà, je voudrais vous dire en tant qu'hygiéniste et en fonction de la culture que j'ai reçue, que la transfusion sanguine est un acte très, très malsain. Sur le plan hygiénique, on ne devrait pas transfuser. Il faut trouver des solutions alternatives pour résoudre les problèmes de transfusion sanguine. On vous transfuse. Quel sang on met dans votre corps? Est-ce que c'est le sang d'un homme qui est bien portant? Est-ce que c'est le sang d'un sidéen? Est-ce que c'est le sang d'un cancéreux? Est-ce que c'est le sang d'un diabétique, d'un drogué, d'un fumeur, d'un alcoolique? La transfusion sanguine, la médecine devrait trouver des solutions alternatives, efficaces. Ce sang subit des tests sanguins pour être sûr. Quel test? Le sang est un liquide sacré. Quel test on va faire pour pouvoir trouver le sang? Puisqu'on a tant fait des tests. Mais pourquoi trouverons-nous aujourd'hui dans des hôpitaux des sangs souillés? Des sangs souillés? Nous pouvons trouver des solutions alternatives. Mais parce que généralement, on prend le sang, dès qu'il y a le sang, on met dans le réfrigérateur. Après le réfrigérateur, il y a une unité de traitement de réfrigération pour pouvoir garantir la meilleure qualité de sang. Parce qu'on les trouve facilement dans chaque hôpital. On transfuse le sang. Est-ce que... Non, sur le plan hygiénique, transfuser le sang est un acte malsain. Il faut rejeter ça. Nous sommes... Et je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs devaient remuer les méninges pour trouver des solutions qui puissent éviter à l'homme de prendre des transfusions sanguines. Il faut consommer régulièrement des fruits et des légumes. Le docteur Tem nous disait tout à l'heure qu'il faut procéder par une alimentation biologique saine. Il faut pouvoir prévenir. Il ne faut pas attendre les moments de transfusion quand il n'y a plus de sang pour courir par-ci, par-là. Mais par exemple, vous consommez régulièrement des betteraves. Les betteraves permettent aux globules rouges de se multiplier facilement. Les betteraves permettent à l'homme drépanocytaire. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de l'enfant drépanocytaire. Les betteraves aident beaucoup le drépanocytaire. Une combinaison, tout à l'heure, le pasteur du Ghana a donné des recettes formidables. Je voudrais appuyer en disant tout simplement que nous avons 3 éléments clés que nous trouvons dans l'environnement africain très très facilement. Nous avons, par exemple, les betteraves. Nous avons le citron et nous avons le miel. L'association betterave, citron, miel, pris dans de bonnes conditions d'hygiène, permettent de régler le problème de globules rouges et de combattre les problèmes d'anémie dès la base. Nous ne devons pas attendre quand l'anémie est là, quand l'anémie est pernicieuse, aiguë, pour courir ça et là dans des hôpitaux, peut-être pour prendre une banque de sang où nous constatons de plus en plus que le sang est souillé, que les sangs sont souillés dans nos hôpitaux. Il y a des poches de sang. Vous venez dans un hôpital, on vous vend une poche de sang à 25 000, on vous dit qu'il y a une autre poche de sang à 10 000 francs. Et combien de poches de sang faut-il? Et combien de poches de sang quand vous dites que vous n'avez pas de l'argent pour payer la poche de sang jugée saine, entre guillemets, qui coûtait 25 000, on vous dit, bon, si vous n'aviez pas 25 000, on vous propose quand même notre poche de sang à 10 000. 10 000. Poche de sang à 10 000, le même sang à 10 000, entre guillemets, sans souiller. C'est aux enchères alors. Le sang est sacré. On ne devrait même pas toucher le sang d'autrui. Alors, docteur, chacun a son sang. Chacun a son sang. Docteur Noumessi, voyez-vous un risque dans la transfusion sanguine, généralement soumis au drépanocytaire?
Non, généralement, moi, je n'aime pas beaucoup cette histoire de transfusion sanguine parce que dans des recherches, j'ai constaté que même quelqu'un qui est possédé par un mauvais esprit, s'il donne son sang et on transmet ça à un enfant, celui-là va être aussi possédé, ne me dites pas le contraire. Si quelqu'un porte un karma, une malédiction sur lui, et qu'il prend son sang pour donner à votre enfant, vous savez, la transfusion sanguine n'est pas différente des prénoms que nous portons. Ça veut dire que nous portons des prénoms des personnes qu'on ne connaît même pas où ils sortent. Donc les transfusions ne sont pas bien. Il faut généralement faire la médecine de prévention. Médecine de prévention, vous permettez, Dr Noumessi, Okay, quand on reçoit cet appel qui vient du Cameroun. Ok, j'appelle pour intervenir là concernant ce qu'il fallait faire quand les deux parents sont AS. Voilà, j'ai entendu parler de l'alimentation et autres. Je suis un grand fan de l'alimentation parce que l'alimentation, c'est notre premier médicament. Toutefois, je crois qu'il est aussi important de dire ce que les avancées scientifiques permettent de faire. Quand vous avez deux parents AS et qu'ils ont conçu un enfant, il existe un test qu'on appelle amniosynthèse qui permet de prélever le liquide amniotique et qui permet aux parents de connaître le statut de l'enfant avant qu'il ne naisse et au stade vraiment du fœtus durant les premières semaines de vie dans le ventre de la mère. Cet examen permet de guider les parents et si jamais on a un enfant espèce et qu'on décide de ne pas aller au terme de la grossesse, il existe ce qu'on appelle des avortements médicaux et c'est assisté par le personnel de santé. On n'est pas obligé, si jamais on arrive à ne pas prévenir ce fait, avant de se marier, si on se rend compte que tous les deux parents sont AS, il est préférable d'éviter ce mariage. Mais si on se rend compte qu'après coup, il est possible d'éviter d'avoir des enfants AS parce que la science le permet. Et de deux, ma deuxième intervention aussi concerne la transfusion sanguine. On s'est rendu compte que l'espérance de vie en Afrique est très faible. Et je parle au Cameroun, l'espérance de vie est de 53 ans. Et la mortalité maternelle est très élevée. Et le fait de faire des transfusions sanguines permet de sauver beaucoup de mamans parce qu'il y a des hémorragies postpartum qui sont très fréquentes en Afrique. Donc, il faut savoir que la transfusion sanguine, c'est un dernier recours. Et de dire en ligne que c'est malsain, je crois que ça peut faire que beaucoup de mamans refusent cet acte de grâce. Éviter de dire certaines choses en ligne. Il faut une transfusion sanguine pour une femme qui a une hémorragie postpartum pour la sauver parce qu'elle a des enfants qu'elle doit élever. Donc, c'est les deux choses que je voulais préciser. Merci de cette intervention brillamment scientifique. Hein. Vous dites avec la transfusion sanguine, on sauve des cas de postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, et on peut augmenter l'espérance de vie des drépanocytaires. Ça, c'est la trame de vos propos. On prend un autre appel. Là. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé, nous parlons de drépanocytose. Allô? Oui, je sais, bonjour à tous les docteurs qui sont sur le plateau, ils font un très bon travail. Mais j'avais une préoccupation. Moi, j'ai remarqué en Europe que de moins en moins de médecins même font la transfusion sanguine, non seulement pour eux-mêmes, même pour leurs propres enfants. Mais comment se fait-il qu'en Afrique, on continue à mettre l'accent sur les transfusions sanguines, alors qu'en Europe, de plus en plus, même le responsable que j'ai rencontré hésite, voire refuse strictement de procéder à une transfusion sanguine. C'est ma question. Merci. De moins en moins de personnes prennent cet outil de transfusion, utilisent la transfusion sanguine en Europe. Peut-être contient-elle des risques, mais en Afrique, c'est régulièrement et systématiquement utilisé. Pourquoi on va aller à la recherche d'une tentative de solution par cet épisode sans contaminer? En Tunisie, si Mérieux se partage le marché avec un laboratoire autrichien, il reste pourtant le seul à ne pas chauffer ses produits sanguins. Dès 1985, les hémophiles tunisiens développent eux aussi les symptômes d'une contamination au VIH. 40, 30, 20, retard. Il faut aller jusqu'à Monastir, la ville côtière du Sahel, à 160 km au sud de Tunis, pour rencontrer Salah,
un hémophile malade du sida qui vit presque à demeure à l'hôpital Fatouma Bourguiba. En 1985, j'étais venu à l'hôpital pour me faire arracher une dent et on m'avait fait une transfusion de sang. Et c'est des années après qu'on m'a annoncé que j'avais attrapé le virus du sida à cause de ça. Le code de la poche de sang était mis dans mon dossier d'hémophile et c'est comme ça qu'on a su d'où venait le sang. Moi, je ne sais pas exactement d'où, mais ce qu'on m'a dit, c'est que ça venait de la France. Je suis à l'hôpital gratuitement car je suis pris en charge comme handicapé. Je suis marié, j'ai 3 enfants. J'étais malade, j'étais pauvre et j'avais très peur de l'ancien régime. Qui pouvait m'entendre à l'époque? Personne n'avait le droit de parler à ce moment-là. À 2 reprises, j'ai essayé d'en parler et on a failli me foutre en prison. Un jour, j'ai demandé la permission d'avoir un taxi de l'État et on me l'a piqué pour l'attribuer à un membre du RCD, le parti de Ben Ali, alors que mes conditions étaient 1000 fois pires que les siennes. À l'époque, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. On va passer la parole aux scientifiques, aux chercheurs, hein, anciens d'université, Dr Aroncaver. Quelle est votre position sur la transfusion sanguine, quand on sait qu'il y a un groupe religieux, hein, les Jéhovah, qui n'acceptent pas cette transfusion sanguine, avec les propos du docteur Jean Faux-Denis qui dit que là, c'est sacré le sang. On peut entrevoir peut-être leur façon de faire, ou peut-être même la doubler. Dr Aroncaver. Oui, une fois de plus, je voudrais apprécier avec beaucoup d'honnêteté l'intervention de la dame qui a appelé tout à l'heure, mais je voudrais également qu'elle comprenne qu'il n'y a jamais une seule solution lorsqu'il y a un problème de la vie. Et qu'est-ce que les pygmées font en brousse lorsqu'on ne peut pas les transfuser? Et ceux qui travaillent dans les sociétés forestières, lorsqu'il y a un cas d'accident grave et que la personne est en train de beaucoup saigner, et le temps qu'on transporte la personne jusqu'à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Et il y a donc les vasoconstricteurs, c'est-à-dire qui empêchent que le sang coule, que ce soit de manière externe. On peut les faire boire, on peut également juste mettre au niveau de la blessure. Il y a les vasoconstricteurs naturels. Donc je pense qu'il ne faut jamais prendre la science comme pour avoir une solution pour tout. Je pense que le fondement même, le socle même de cette science-là, comment est-ce que ça a commencé? Ce mensonge-là, au niveau de la transfusion sanguine, ça a commencé avec Old Bill, qui vendait, à 1860, qui vendait, excusez-moi un peu parce que là c'est très important, qui vendait le pétrole brut aux paysans en leur disant que ça soigne le cancer, ça soigne les morsures de serpents et tout et tout. C'est au vu de ça, et en 1913, que les premiers films pharmaceutiques ont commencé à naître. Donc, vous comprenez donc en réalité, c'est-à-dire le socle de la pharmacie vient dans l'inceste, dans le mensonge, dans la duperie, parce que s'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hôpital. L'hôpital, c'est juste un relais, c'est-à-dire que c'est la base, c'est le médicament. Donc, comment donc est-ce que ces premiers films ont commencé? C'est dans, c'est-à-dire c'est du péri, descendre le mensonge. Comment le pétrole brut peut soigner le cancer? Comment ça peut soigner les morsures de serpents? Voilà comment est-ce que cette famille s'est enrichie, et sur la base de ça, ils ont créé des films pharmaceutiques. Donc, aujourd'hui, on continue à nous répéter les mêmes choses, comme les Anglais disent, over and over and over again. On va où, en réalité? Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'arrêter pour essayer de dire que, mais non, trop c'est trop? Qu'est-ce que les Maasai font lorsque peut-être un bélier a piqué la corne? Qu'est-ce que les pygmées font en brousse? Ils font par la transfusion sanguine, s'il vous plaît. Donc je pense qu'en réalité, que la science n'a pas seulement un côté. Nos parents ont fait la science depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et cette même science peut s'appliquer à plusieurs et mille manières. Donc il ne faut pas voir les choses d'un seul côté. Et je pense que selon ce document que je présente ici, Complot mondial contre la santé, vous allez lire ces documents, vous allez comprendre les aberrations, tout ce qu'on nous fait croire qu'en réalité, c'est ça qu'on nous dit. Mais c'est inimaginable, c'est impensable.
Donc, y compris la transfusion sanguine fait partie des problèmes, des dilemmes que les gens ont au quotidien. Et je pense que les Africains devraient s'asseoir pour voir que comment est-ce qu'on peut résoudre certains problèmes. Complot mondial contre la santé, j'ai pris à cette dame si elle peut lire ce document, elle va comprendre qu'en réalité, toute l'école qu'elle a pu faire, je pense qu'elle doit recommencer à voir certaines choses d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment pas une bonne solution, mais cependant, il y a des solutions alternatives. Comme je parle des vasoconstricteurs, que ce soit du moins interne, que ce soit au niveau externe, que ce soit pour la femme qui accouche ou alors une autre personne qui a un accident grave. Et je crois qu'il y a des solutions qui vont essayer d'empêcher ça avant que ça n'atteigne le cas vraiment grave. Merci, docteur Aron, de votre intervention. On a constaté régulièrement que la fréquence des transfusions sanguines augmentait lorsque, après anémie, on constatait que les capillaires, ces petits vaisseaux sanguins, avec leur calibre rétréci, et donc systématiquement, ça induisait qu'il y avait encore des hématies falciformes ou des drépanocytaires dans les vaisseaux sanguins. Là, on était obligé de ne pas passer à une, mais plusieurs transfusions sanguines. Docteur Faujean-Denis, vous m'avez confié que vous avez soulagé, j'éviterai d'utiliser le terme guérir, un enfant atteint de drépanocytaire, un enfant d'une grande personnalité. Mais comment est-ce que c'est possible d'éradiquer la drépanocytose? Il est bien possible que nous puissions éradiquer la drépanocytose. Nos recherches sont suffisamment avancées. Et aujourd'hui, nous pouvons permettre aux drépanocytaires de vivre sans trop de problèmes, de mener une vie normale comme tout le monde. Et je dois vous avouer que les recherches sont aussi avancées. Nous avons au sein de l'Organisation africaine pour l'éducation sanitaire des chercheurs suffisamment aguerris intellectuellement et mentalement. Nous avons des chercheurs du Kenya, du Nigeria, du Bénin, de l'Égypte, du Cameroun, qui sont réunis autour de moi pour trouver des solutions appropriées à ce problème. Et nous avons fait 20 années de recherche sur la drépanocytose et nous pouvons aujourd'hui dire Dieu merci. Le problème d'anémie pernicieuse, d'anémie aiguë, d'anémie chronique qui ruine les drépanocytaires peuvent trouver aujourd'hui des solutions. Et nous pensons, nous sommes heureux aujourd'hui de constater que des cliniques privées, des médecins classiques viennent nous rencontrer au sein de notre ONG. Au Bénin, au Cameroun? Oui, au Bénin, au Cameroun, en Égypte, au Kenya. Nous avons des antennes pour prendre des produits biosanguins afin de donner à des malades quand il y a pénurie de poches dans les hôpitaux. Nous avons vu par exemple en septembre 1994, j'étais dans un hôpital du Cameroun où j'ai été tellement touché devant des enfants drépanocytaires. Il y avait pénurie de poches de sang dans les hôpitaux de Douala. Comme vous voyez, ce morceau de journal que j'avais retenu depuis plus de 20 ans. Et après ça, je me suis dit que mais les intellectuels africains, ils sont où? Ne pouvons-nous pas trouver des solutions sur place en Afrique? Nous nous sommes réunis, j'ai réuni des chercheurs, et nous avons mis au point des produits biosanguins qui permettent aujourd'hui d'aider les hôpitaux, d'aider les cliniques quand il y a pénurie de poches de sang. On parle particulièrement, vous avez parlé dans le sens large, l'anémie, on sait qu'il y a l'anémie, mais l'anémie du drépanocytaire. Est-ce que vous avez déjà un patient que vous avez pu traiter? C'est bien de rechercher, c'est bien de trouver, mais c'est encore mieux d'appliquer pour pouvoir soulager la santé. Est-ce qu'il y a des cas, sinon quel est le cas qui vous marque le plus lorsque vous avez appliqué avec vos communautés de recherche le biosanguin? Il y a des cas qui m'ont suffisamment marqué. Je n'irai pas donner le nom des gens ici sur le plateau, mais ils se reconnaissent et peut-être qu'ils peuvent intervenir. On a des cas. Et je veux vous dire que j'ai eu des malades avec un fameux produit que nous produisons au sein des laboratoires Émile Kambia et qui fait ses preuves depuis un certain temps. Nous avons, quand le malade arrive, il y a là d'abord des cataplasmes d'argile qui sont placés sur l'ensemble de tout le corps. Comme vous voyez sur l'écran, il y a les cataplasmes qui sont placés sur tout le corps du drépanocytaire. Ce cataplasme a déjà l'avantage de stimuler les défenses de l'organisme, de stimuler la moelle osseuse à développer les cellules sanguines. Et après cela, nous pouvons donner à des produits biosanguins qui peuvent permettre aux globules rouges
de circuler sans trop de problèmes dans l'organisme. Alors voilà, on n'est pas obligé de passer par la transfusion sanguine. Le drépanocytaire peut venir. Hein. On va signaler ici que les numéros sont transposés ou bien adressés au bas du petit écran. Alors là, la prise en charge se fait comment? Quelle est la durée? Applique-t-on quel produit? Comment ça se fait pour un drépanocytaire? Pour un drépanocytaire, déjà, il a des règles d'hygiène de vie qu'il doit suivre. Le drépanocytaire doit d'abord vivre dans un environnement assez propre. Deuxièmement, le drépanocytaire doit boire au moins 3 litres d'eau. Nous imposons aux malades de drépanocytaires de boire 1 à 3 litres d'eau par jour. Le drépanocytaire doit éviter des tenues serrées, il doit éviter des chaussures serrées, il doit éviter de faire des exercices violents et surtout prendre des aliments riches en produits biosanguins. J'ai parlé tout à l'heure des betteraves qui sont très très importants pour les malades drépanocytaires. J'ai parlé du citron et cette association betterave, citron et miel peuvent permettre aux drépanocytaires d'être éloignés des douleurs, éloignés de l'anémie, éloignés des infections. Alors, merci, docteur. Docteur Noumeissi, la transfusion sanguine, là, on commence à trouver des alternatives à travers des fruits naturels alcalinisants qui donnent l'oxygénation. Et on sait bien que ce qui bloque, le bas blesse, c'est l'oxygénation au niveau des globules. Alors, quelles sont d'autres alternatives que vous pouvez proposer? Il y en a plusieurs, mais j'aimerais d'abord dire quelque chose ici que je juge assez important. Par rapport aux hémorragies, parce que la dame qui nous a parlé tout à l'heure parlait des hémorragies des femmes qui accouchent et qui se retrouvent dans l'obligation de prendre des transfusions pour vivre. Vous savez, c'est parce que nous sommes quittés de nos propres origines pour nous diriger vers, je peux dire, vers la perdition. Vous savez, nos mamans, je ne suis pas sûr que plein de gens de mon âge sont nés à l'hôpital, d'autres sont nés à la plantation. Je dis bien à la plantation, maman accouche et prend l'enfant pour amener à l'hôpital. C'est là à l'hôpital qu'on coupe le cordon ombilical. Et alors, à l'époque, quand quelqu'un avait une blessure, quand il y avait une hémorragie, on utilisait le roi des herbes pour couper l'hémorragie. Il y avait la vergerette pour couper l'hémorragie. Et à l'hôpital, il devait aussi apprendre déjà à entrer en contact avec des gens comme nous, pour pouvoir, dans certains cas, même expérimenter, voir comment on peut arrêter ces hémorragies à l'immédiat. Il n'y a aucun problème. Bon, sinon, par rapport à votre question, moi, je dis, comme je parle de la médecine préventive, je dis, si vous êtes même AS, si vous avez un enfant même SS, déjà, commencez à lui donner, je peux dire, tous les jours, au moins 2 cuillères à soupe de jus de fruits de quinqueliba. N'oubliez pas aussi que les infusions de plantes sont assez importantes. Et il y a la betterave que le frère a dit, il y a même les feuilles d'avocatier qu'il faut prendre de temps en temps. Ils constateront avec étonnement que l'enfant va vivre en bonne santé. Et comme le frère parlait aussi de la sauce du taro, mais il y a cette sauce, mais il y a l'autre qu'on ne met pas de l'huile, qui est alors tellement efficace parce que l'oxygène, ça oxygène alors d'une manière très très rapide. Quelqu'un qui est en difficulté. Merci docteur Noumeissi. On va prendre des appels. On me fait comprendre qu'il y a plusieurs séries d'appels qui trépignent. La parole est donnée aux téléspectateurs. Bonsoir. Okay, bonsoir à tous les panélistes. Je voulais poser une question par rapport aussi à l'apport de la tomate en boîte, quoi. Je me rappelle quand j'étais trop jeune là-bas, je crois qu'on nous faisait prendre la tomate en boîte. Donc j'oublie, je ne sais pas si c'était mélangé avec de l'eau ou bien mélangé avec quelque chose. Je voulais savoir sur ça. Et ce que vous êtes aussi en train de dire est très important. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la médecine moderne a tellement changé. C'est devenu des affaires. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a plus des incisions, des femmes qu'on incise, ou la transfusion sanguine, donc l'apport du sang. Ça dépend des États. C'est comme au pays. Si vraiment nous avons des docteurs d'une honnêteté, ils doivent éviter le mixage ou l'entrée des
des organes internationaux là, pour qu'ils viennent se mixer. Donc, ça fait que cet apport de sang qu'ils demandent, de transfusion sanguine, là, elle est vraiment très dangereuse. Ça devient un business. Donc, si ces docteurs sont vraiment sérieux dans ce qu'ils veulent faire, ça veut dire que c'est bon de donner le sang. Mais logiquement, moi, je me rappelle dans l'enfance, on n'entendait pas trop parler de cette affaire-là. qu'Allah vous garde. Et aussi la prière est très importante. Aujourd'hui, nos sœurs, là, quand elles sont grosses, elles oublient qu'il y a des prières appropriées, que nos grands-parents ont eu à faire aussi. Que tu vois ces prêtres, ou tu vois ces rabbins noirs, ou ces imams, on va vous donner des prières appropriées. Même nos traditionnalistes, il y a des prières appropriées et des écoles appropriées. Donc vraiment, même ayons trop peur de cette transfusion sanguine. Qu'Allah vous garde. Merci. On va prendre un autre appel en ligne. Bonsoir, madame. Pardon? Ah, d'accord. Bonsoir, le panel. Pendant que j'appelle ce soir, je vous suis et je suis malade. Je suis malade parce que il y a de cela quelques jours, c'était le 10/6/2016. J'étais devant ma télévision, je zappais, j'arrive à une chaîne Vision 4. Qu'est-ce que je vois? Une émission qui se passe, je vois un professeur Jean Baïbek, enseignant à l'université de Yaoundé 1, le secrétaire général de l'UPC. Il nous parle de sang contaminé. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends, il parle de sang contaminé, comme tout à l'heure, j'ai entendu le docteur Fou parler. Il nous parle que dans les hôpitaux de la ville, il y a des sangs qui ont des prix et des sangs contaminés aussi qui ont des prix. C'est-à-dire, quand des malades viennent à l'hôpital, ils ont besoin de sang. Il y a des sangs qui ont certains prix, on leur donne. Et quand on voit un malade qui est nécessité, il n'a pas de sang, on lui donne un sang contaminé. Ça veut dire que quand on prélève le sang sur quelqu'un, il faut analyser pour voir s'il n'y a pas de hépatite, pour voir s'il n'y a pas le VIH. Et quand il y a le VIH, au lieu de détruire, on met à côté. Je voudrais vraiment vous dire que je suis scandalisée par rapport à ça. Quand j'entends la dame de tout à l'heure parler de transfusion sanguine, avant que ce qui se passait, il n'y avait pas de transfusion sanguine, nous on vivait. Moi, je crois que c'est mieux de prévenir ce problème d'anémie que de combattre. Parce que finalement, nous allons tous mourir. On va tous mourir en Afrique avec ce problème de transfusion sanguine. Je voudrais, vous, docteurs, sur les panels, là, que vous nous aidez à trouver des solutions. Moi, par exemple, j'ai une petite sœur qui est drépanocytaire. Et elle vit, elle n'a jamais eu de transfusion sanguine, mais elle vit, elle essaie de vivre. Et puis, elle a contacté un médecin de la perte, le docteur Fou Jean Denis. Avec ce produit dont tu nous parles, là, cet enfant vit sans problème. Aidez-nous à vaincre ce problème de transfusion sanguine. Avec ça, ça ne vaut pas la peine. Je vous dis, dans une télévision, Vision 4, c'était le 10, il était 21h30. Il était 21h30. Le monsieur qui était sur le panel même on a posé la question à savoir, mais professeur, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? Il dit, mais moi je suis médecin, je suis traumatologue. J'ai essayé de voir ceux qui s'occupaient de ce service. Je leur ai dit que, mais attention, ce que vous faites n'est pas bien. Moi je suis camerounaise et j'ai vu une riche, vous me regardez là, moi j'ai vu. Merci. La pauvreté donne droit à une transfusion de sang souillé. Il n'est pas bien d'être pauvre en Afrique. On va pas trouver des solutions à la place du professeur de cet hôpital. Ben, on va peut-être entrevoir ou bien regarder ou bien même peut-être identifier si la régie est bien prête. Ce produit qui fait écho, qui fait la part belle dans presque toutes les cliniques de la cité pour voir si l'ONG, vos collaborateurs, j'ai eu un entretien avec vos collaborateurs, Dr Jean-Fou Denis, ce produit-là, comment il se transfuse. La dame vient de dire qu'on peut empêcher un drépanocytaire d'être transfusé chaque mois. Alors, un drépanocytaire sans transfusion sanguine, c'est un drépanocytaire tellement heureux, l'espérance de vie gonfle. Ce produit, vos collaborateurs, quelle observation et quelle indication vous pouvez dire là-dessus? Je pense que le produit que nous constatons là est le fruit des recherches des chercheurs africains rassemblés autour de l'Organisation africaine pour l'éducation sanitaire. C'est des chercheurs du Nigeria, du Kenya, du Bénin, de l'Égypte et du Cameroun qui sont réunis autour de moi
pour résoudre ce fameux problème d'anémie dans les hôpitaux d'Afrique. Il est aussi aujourd'hui possible de donner aux malades drépanocytaires, et non seulement les drépanocytaires, les malades cancéreux, les malades qui ont des problèmes de leucémie, des produits biosanguins, des produits issus de la recherche africaine. L'Afrique, nous devons oser. Nous devons oser. Le chercheur, c'est celui qui va au-delà des devoirs tracés, qui va en deçà des plaisirs permis. Et nous avons donc un produit, le produit Biosan, qui fait ses preuves dans les cliniques du Bénin, du Kenya. Des médecins, des pharmaciens s'habituent à ça. Quand il y a pénurie de poches de sang dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, quand il n'y a pas de poches de sang, qu'est-ce qu'il faut faire? Devons-nous laisser le malade mourir? Non! Il faut trouver des solutions alternatives efficaces. Et c'est pour ça que nous avons mis à la disposition des Africains de la diaspora, du monde entier, des solutions appropriées. Il ne nous reste plus qu'à intensifier dans les recherches pour résoudre ce problème d'anémie de façon définitive. Docteur, on rappelle que les numéros de téléphone sont au bas du petit écran, voilà. Mais là, on sait bien qu'un sang transfusé fait 30 jours, hein, les globules rouges du 30 jours. Là, après quoi, il faut encore renouveler la transfusion. Mais avec ce produit-là, les globules rouges font combien de temps après combien de temps on doit encore administrer le produit? Les globules rouges, à partir d'un produit comme ça, quand une alimentation est équilibrée et saine, se multiplient. Les globules rouges, il y a un processus de reconstitution, il y a un processus de revitalisation, il y a un processus de régénération. Ce que les hygiénistes appellent le processus R3. C'est-à-dire la revitalisation, la régénération, la reconstitution. Quand nous avons donc un produit biosanguin de ce type, proposé par les laboratoires Émile Kamdia de l'ONG, quand nous avons un produit de ce type, et que nous associons à cela une alimentation équilibrée, une alimentation bien suivie, comme disait tout à l'heure le docteur Temnou, nous pouvons résoudre les problèmes d'anémie. Merci, docteur Jean-Faux-Denis. Docteur Dimi, encore, on retient que malgré les tests sanguins que peut subir un sang qui vient d'être donné à l'hôpital, on ne verra jamais peut-être une maladie spirituelle telle que la schizophrénie. On ne pourra jamais déceler un mauvais esprit parce que le sang aussi porte la vie. Si quelqu'un est possédé, on ne peut pas avoir un test sanguin éradiquer ou bien identifier sa possession. Quels sont vos derniers propos avant que nous clôture cette première partie? Déjà à ce niveau, quand on parle du sang, l'Africain doit, quand la dame a parlé des femmes qui se retrouvent au niveau des hôpitaux, accouchées avec les problèmes de saignement exagéré, ça c'est leur problème. L'Africain, si c'est grave, on est obligé qu'ils prennent ça. S'ils prennent ce sang, les retombées qui vont retomber après, il faut qu'ils supportent. Quand quelqu'un est compliqué et tout, si on retire son sang, il y a d'autres qui peuvent venir me donner leur sang parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de vouloir donner. C'est pour nuire la population après, pour nuire le malade après. Les gens le font parce qu'ils sont compliqués, ils passent par là pour nuire les malades. Donc, quand on parle de sang, au temps de nos ancêtres, ils nous ont appris des médicaments appropriés. Quand l'anémie même sévère sur les enfants, quand ça fait tac, on a des produits appropriés. Tu donnes à l'enfant, tant ça régénère, l'enfant se retrouve. Le médicament traditionnel approprié. Lequel il faut donner là, on ne le cache pas. Oui, déjà, ce que j'ai, ce sont des médicaments déjà composés. Ce n'est pas des médicaments à donner aux patients gratuitement à ce niveau. Donc, il y a des médicaments chez moi que tu arrives. Le patient, vous savez déjà que les cas de paludisme, quand ça prend les enfants, l'anémie sévère et autres. Donc on a des remèdes appropriés, tu donnes à l'enfant. Avant de combattre le paludisme, l'enfant est déjà correct. Donc sachez que l'Africain a tout. On demande à nos administrations de recenser les tradipraticiens, de mettre tout ce qu'il faut aux tradipraticiens pour qu'ils prouvent. Pour valoriser leur savoir-faire. Leur savoir-faire. Docteur Thiamnou, vos derniers propos sur les drépanocytoses? Non, les conseils sont, à mon sens, fondamentaux. Nous interpellons les jeunes, notamment, qui prennent conscience de l'importance de cette émission avant le mariage. Ensuite, quand on est sujet AS, il faut prendre soin de soi. Quand on est sujet SS, la situation est beaucoup plus préoccupante. Il faut respecter rigoureusement les règles d'hygiène de vie, penser aux fondamentaux, c'est-à-dire les aliments qui participent à la bonne circulation du sang, la fluidification du sang,
Parce que sinon, vous êtes prédisposé à développer tous les autres types de maladies qui sont comme les maladies du foie, les maladies du rein, les maladies du cœur, les AVC. C'est des maladies extrêmement graves. Donc, au-delà de soins appropriés en cas de drépanocytose, je me permets d'insister par rapport à d'autres maladies opportunistes. Les maladies opportunistes qui sont consécutives soit à l'état de la personne AS, soit à l'état de la personne SS. Ces maladies, il a dit c'est assez long, mais j'en ai cité quelques-unes. Parmi lesquelles le syndrome thoracique, les maladies respiratoires où il y a les infections. Voilà, les infections, il faut. Donc, c'est des cas de maladies, il n'y a que les préventions qui puissent apporter des solutions durables. Une qualité de vie viable. Voilà, une qualité de vie viable, mais en même temps, il faut être à l'abri de la pollution. Docteur Théomno, vous permettez cette pollution, cette intrusion du journaliste. Ben alors, docteur Noumessi, quelques bribes de propos afin de sortir ce sujet. Non, j'aimerais simplement demander à toute l'Afrique de croire déjà à manger bio, et tout en sachant que pour un corps vraiment en bonne santé, on a un bonheur, et pour un corps malade, on est en prison. Un corps malade et en prison, mais ici, sur ce plateau, la drépanocytose a trouvé une solution alternative. On vous a assez édifié sur les risques de transfusion sanguine, et non pour vous faire peur, mais pour vous donner une palle de solutions, car il n'y a pas une seule méthode pour pouvoir traiter un seul cas. Je le dis souvent, le docteur Aaron Caver, de l'autre côté, nous remercions sa présence et sa contribution. Docteur Jimmy, pour ce gardien de la tradition. Docteur Théomno, ce savoir-faire de manière pluridimensionnelle, oligothérapeute, la vitaminothérapeute, et en même temps aussi écrivain. Merci docteur Théomno, merci docteur Faux-Jean-Denis d'avoir pu donner quelque chose de concret pour pouvoir vraiment sortir de cette dépendance de la transfusion sanguine. Merci docteur Noumessi. On remercie aussi les téléspectateurs, on remercie le pasteur Yingando Alphonse, le pasteur Moël Marseille aussi, qui contribuent aussi dans la manière active au recevement de l'Afrique francophone. On vous dit à bientôt et portez-vous bien, sans transfusion sanguine surtout. Au revoir.